Un mois exactement après le mariage de ma fille, la photographe m'a appelé. Sa voix, un murmure pressé au téléphone, disait « Monsieur, j'ai remarqué quelque chose de terrible sur les photos. Venez immédiatement, seul, et ne dites rien à votre fille. » Le téléphone a sonné juste au moment où je posais mon café sur le bureau. C'était un mardi matin, la maison de campagne était silencieuse. Le rapport financier de la quincaillerie Dupont était étalé devant moi. C'était le genre de moment paisible que j'avais amplement mérité après 40 ans passés à bâtir mon entreprise. 3 magasins à travers la région lyonnaise. De bonnes affaires, une belle vie. J'ai failli ignorer cet appel provenant d'un numéro inconnu. Monsieur Dupont? La voix de la femme tremblait. Ici Sandrine Fournier. J'étais la photographe au mariage de Valérie le mois dernier. Je dois vous voir immédiatement, et seul. S'il vous plaît, ne prévenez pas votre fille. Ma main s'est crispée sur le combiné. Qu'est-ce qui n'allait pas? Je ne peux pas vous l'expliquer au téléphone, mais j'ai trouvé quelque chose sur les photographies. Quelque chose de très grave. L'air de mon bureau a changé, il est devenu plus rare, plus lourd. Quel genre de choses? Demain matin, 9 h, à mon studio en ville. S'il vous plaît, monsieur Dupont, venez seul. Avant que je puisse formuler une autre question, la voix de Manon a explosé depuis la cuisine. Jean, je te l'ai déjà dit 3 fois. J'ai besoin de cette voiture. Ma Renault 4 est une honte. Tu avais promis de lui demander aujourd'hui. Le rire de Léo a grondé depuis le salon, étouffé par le son d'une émission de télévision. J'y serai, ai-je dit dans le téléphone, entendant à peine le son de ma propre voix. Sandrine a expiré, un souffle de soulagement. Merci. Je suis tellement désolé, monsieur Dupont, vraiment. Elle a raccroché. Je suis resté immobile à mon bureau, le téléphone encore collé à mon oreille, fixant la photo encadrée sur mon mur. Valérie dans sa robe de mariée, radieuse. Stéphane Lefebvre à ses côtés dans son smoking. Il y a un mois. 65 000 € que j'avais dépensés pour cette journée. Chaque centime en valait la peine pour voir ma fille aînée heureuse. Quelque chose de très grave sur les photographies. Papa. Manon est apparue dans l'encadrement de la porte, téléphone dans une main, clé de voiture dans l'autre. Tu m'as entendu? J'ai besoin d'argent pour une nouvelle voiture. La Renault à 7 ans, c'est humiliant. J'ai regardé ma plus jeune fille, 31 ans, vivant dans ma maison depuis maintenant 4 ans. Temporairement, avait-elle dit en emménageant après son divorce. Léo l'avait suivie 6 mois plus tard. Pas de loyer, pas de date de départ. On en parlera plus tard, ma chérie. Plus tard? Je dois aller chez le concessionnaire cette semaine. Mélissa a une nouvelle voiture et je ne peux pas continuer à me montrer dans cette épave. Je me suis retourné vers l'écran de mon ordinateur. Les chiffres se sont brouillés. Papa, tu m'écoutes? Plus tard, Manon. Elle a soupiré bruyamment et a disparu. Ses pas ont martelé les escaliers. Une porte a claqué. J'ai repris mon café. Froid, maintenant. Par la fenêtre de mon bureau, le matin provençal s'étirait, lumineux et sans nuages. La chaleur de juillet commençait déjà à monter, les cigales n'allaient pas tarder à chanter. Tout semblait normal. Mais tout semblait faux. La journée s'est écoulée péniblement. J'ai essayé de me concentrer sur les rapports d'inventaire, les projections trimestrielles, les fiches de paie. Mon esprit revenait sans cesse à la voix tremblante de Sandrine. Le mariage avait été parfait, n'est-ce pas? Valérie avait rayonné. Stéphane avait été attentionné. La cérémonie dans ce magnifique domaine viticole en Provence, la réception dans ce restaurant chic avec terrasse. Tout était élégant, de bon goût, coûteux. Que pouvait-il y avoir de si terrible sur les photographies? Vers midi, Léo est entré dans mon bureau sans frapper. Il ne frappait jamais. Il entrait comme s'il était chez lui. Salut, le vieux. Manon dit que tu fais des histoires pour la voiture. Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur. J'ai dit qu'on en discuterait plus tard. Ouais, mais elle y tient vraiment. Peut-être que tu devrais juste lui donner l'argent, pour avoir la paix. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. 38 ans, pas de travail.
vivant de l'argent de poche de ma fille, ce qui signifiait vivre sur mon dos. Léo, je travaille. Bien sûr, bien sûr. Je dis juste. Femme heureuse, vie heureuse, non? Il a souri et est parti. Femme heureuse. Il n'avait jamais épousé Manon. 4 ans ensemble, vivant dans ma maison, et il n'avait même pas pris la peine d'officialiser les choses. Mais il avait des opinions sur la façon dont je devais dépenser mon argent. Je me suis levé et je me suis approché de ma fenêtre. En bas, ma piscine scintillait, inutilisée. Le gîte annexe où Manon et Léo logeaient se trouvait à l'autre bout de la propriété. Entrée séparée, cuisine complète, 2 chambres. Je l'avais fait construire en pensant que des petits-enfants en visite pourraient l'utiliser un jour. Pas de petits-enfants, juste Manon et Léo. L'après-midi a glissé vers le soir. J'ai réchauffé les restes de bœuf bourguignon, j'ai mangé seul au comptoir de ma cuisine pendant que Léo occupait mon salon et que Manon passait un appel vidéo à l'étage, son rire strident traversant le plafond. À 7h30, on a sonné à la porte. Valérie se tenait sur mon perron, parfaite comme toujours. Blazer sur mesure, genre de créateur, ce sourire qu'elle avait hérité de sa mère. Mon aînée, celle qui avait réussi. Directrice marketing, un bel appartement, mariée à Stéphane Lefebvre, banquier d'affaires. Bonsoir, papa. Elle m'a embrassé sur la joue et est entrée. J'étais dans le coin. Je me suis dit que j'allais passer. De son appartement près d'Aix-en-Provence jusqu'à mon village en Provence, ce n'était pas vraiment le coin, mais je n'ai rien dit. Elle s'est installée sur mon canapé, a croisé les jambes, a regardé le salon comme si elle l'évaluait. Comment vas-tu? Tu as l'air fatigué. Longue journée, les affaires. MMM. Elle a pris une photo encadrée sur la table d'appoint. Elle et Manon, enfant. L'a étudiée. L'a reposée, légèrement de travers. Stéphane et moi cherchons une maison. On a trouvé un endroit incroyable près d'Aix. 4 chambres, piscine, vue sur les montagnes. Absolument parfait. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, j'ai attendu. Le problème, c'est qu'il faut agir vite. Le marché est très compétitif en ce moment. On aurait besoin d'un coup de pouce pour la compte. Elle a souri chaleureusement. 40 000 €. Tu comprends, n'est-ce pas? Après tout ce que tu as dépensé pour le mariage, ce serait juste pour compléter le tableau. Pour nous aider à bien commencer notre vie ensemble. 40 000 €. Dit comme si elle me demandait de lui prêter ma Renault 4. Quelque chose dans ma poitrine s'est resserré. Ce sentiment de vide que j'avais ressenti plus tôt s'est amplifié. 40 000 €, ai-je répété. C'est un problème? Une légère pointe d'agacement perçait dans sa voix. Si subtile que la plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Papa, il faut agir vite. Le marché est compétitif. Je pensais que tu voudrais nous aider à bien commencer notre vie ensemble. J'ai regardé ma fille. Je l'ai vraiment regardée. Les vêtements de marque, les ongles manucurés, cette chaleur étudiée qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Laisse-moi y réfléchir, ma chérie. Son sourire a vacillé une fraction de seconde. Réfléchir, papa? C'est important. Stéphane et moi. Je dois d'abord examiner certaines choses. Elle s'est levée brusquement. Très bien, mais ne prends pas trop de temps. On ne peut pas perdre cette maison. Elle a attrapé son sac, m'a embrassé à nouveau sur la joue, un baiser plus froid cette fois. Je t'aime, papa. Appelle-moi vite. J'ai regardé sa voiture haut de gamme s'éloigner, debout sur le seuil de ma porte. 40 000 €, une demande formulée comme si j'avais déjà accepté, comme si mon argent était le sien. Le rire de Léo a résonné depuis le salon, les meilleurs moments sportifs sur ma télévision, sa bouteille de vin laissant une trace de condensation sur ma table basse. Je suis rentré, mais quelque chose avait changé. La maison semblait différente. Ou peut-être que je la voyais clairement pour la première fois. Mon téléphone était sur la console de l'entrée où je l'avais laissé. Le numéro de Sandrine était encore dans l'historique des appels. Demain matin, son studio. Quoi qu'elle ait trouvé sur ses photos de mariage, j'avais le sentiment que cela expliquerait cette sensation de vide qui se propageait dans ma poitrine.
J'ai pris le téléphone et j'ai regardé le dernier texto de Valérie. Merci de comprendre pour la maison, papa. Je t'aime. Je n'avais rien accepté, mais elle l'avait supposé. Ils supposaient tous. J'ai quitté la maison avant que Manon ne se réveille. Je ne voulais pas de questions. Je ne voulais pas que Léo me demande où j'allais avec ce regard qu'il avait, comme si tout ce que je faisais nécessitait son approbation, dans ma propre maison. Le trajet jusqu'au centre de Lyon a duré 25 minutes. Le trafic du mardi matin, une route régionale, puis les rues de la ville jusqu'au studio de Sandrine. Un entrepôt reconverti dans le quartier des artistes. Son nom sur une plaque de laiton à côté de la porte. Mes mains étaient stables sur le volant, mais mon esprit rejouait sa voix au téléphone. Quelque chose de très grave. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, je suis resté assis dans ma Renault 4 un instant. Quoi qu'il y ait à l'intérieur de ce studio, quoi que Sandrine ait trouvé, cela expliquerait la demande désinvolte de Valérie pour 40 000 €. Cela expliquerait le sentiment de vide que je portais en moi depuis le mariage. Je le savais. Je ne voulais juste pas savoir comment. Le studio sentait le café et l'encre d'imprimante. Des photographies professionnelles tapissaient les murs. Mariage, famille, portrait d'entreprise. Sandrine m'a accueilli à la porte, plus jeune que dans mon souvenir du jour du mariage. La quarantaine peut-être. Des mains nerveuses, des yeux pleins d'excuses. Monsieur Dupont, merci d'être venu. Elle a verrouillé la porte derrière moi. J'ai tout préparé dans la salle de montage. Je l'ai suivi à travers la galerie jusqu'à une pièce plus petite, dominée par un grand moniteur et du matériel informatique. Des portfolios de mariage empilés sur des étagères. La fenêtre donnait sur une ruelle. La lumière du matin filtrait à travers une vitre poussiéreuse. Puis-je vous offrir un café, de l'eau? Ça va. Ça n'allait pas. S'il vous plaît, montrez-moi. Elle a hoché la tête et s'est assise devant son ordinateur. Je suis resté debout derrière sa chaise. Monsieur Dupont, j'ai failli ne pas vous appeler. J'ai hésité pendant des jours, mais si j'étais à votre place, je voudrais savoir. S'il vous plaît, comprenez que je n'ai pas cherché ça. Ma gorge s'est nouée. Montrez-moi. Ses doigts ont bougé sur le clavier. Le moniteur s'est rempli d'images du mariage de Valérie. La cérémonie. Ma fille marchant dans l'allée. Stéphane attendant à l'hôtel. Les invités souriant. Tout était magnifique. Tout était parfait. Ce sont les clichés standards, a dit doucement Sandrine. Ce que vous avez vu au mariage, ce que tout le monde a vu. Elle a cliqué sur le dossier suivant. 2 heures avant la cérémonie. J'étais au restaurant en avance, pour tester mes expositions, calibrer mon équipement. Il y a une terrasse qui donne sur la cour. Un autre clic. Je prenais des photos à travers une fenêtre, en ajustant les réglages de lumière. L'image est apparue. Mes mains ont agrippé le dossier de sa chaise. Stéphane, mon gendre, dans son smoking, pas encore correctement boutonné, pressé contre une femme aux cheveux roux. Pas ma fille. L'embrassant, ses mains dans ses cheveux, ses bras autour de son cou. Pas une étreinte amicale. Pas un adieu à une vieille amie. C'était intime, possessif, familier. Combien de temps avant la cérémonie? Ma voix semblait lointaine. Vous êtes certaine de l'heure? 2 heures avant. Les métadonnées sont ici. Date, heure, coordonnées GPS. Elle a affiché un écran technique. Des chiffres, des horodatages, des données de localisation. J'étais au restaurant en avance, je testais mes expositions à travers une fenêtre. J'ai capturé ça par accident, mais c'est réel. Et il y a plusieurs clichés. Elle a cliqué pour avancer. Différents angles. La même scène. Stéphane et la femme roux s'enlaçaient. Sur une photo, la main de la femme était visible. La main gauche, pressée contre la poitrine de Stéphane. Une alliance. Un anneau en or. Un diamant. La femme. Je me suis penché plus près de l'écran. L'alliance. Savez-vous qui elle est? Sandrine a secoué la tête. Je ne la reconnais pas sur la liste des invités. Je suis vraiment désolé, monsieur Dupont. Elle a affiché une autre image.
Celle-ci montrait clairement le visage de Stéphane. Aucune confusion dans son expression, pas un faux pas d'ivrogne, juste de la confiance, du contrôle. Un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. 2 heures avant d'épouser ma fille. Je me suis redressé lentement. Mes genoux semblaient faibles. La pièce a légèrement basculé puis s'est stabilisée. Pouvez-vous prouver le timing? Absolument. Le prouver? Oui. Sandrine a ouvert une autre fenêtre, m'a montré des données techniques que je comprenais à peine. Des empreintes numériques, des informations sur les fichiers, des coordonnées GPS correspondant à l'emplacement du restaurant, des eurodatages à la seconde près. C'est une preuve de niveau forensique, monsieur Dupont. Ça tiendrait n'importe où. Elle a fouillé dans le tiroir de son bureau et en a sorti une petite clé USB. Tout est ici. Toutes les photos, toutes les métadonnées, la documentation technique. J'ai fait des copies. Elle me l'a tendue. Je ne sais pas ce que vous ferez de cette information, mais je crois que vous devriez la voir. J'ai pris la clé USB, j'ai fermé mon poing autour d'elle. Ne vous excusez pas, ai-je dit. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le trajet de retour vers mon village en Provence s'est déroulé dans un brouillard. Je tenais fermement le volant, je fixais la route, mais mon esprit était ailleurs. Stéphane Lefebvre, banquier d'affaires, poli, éloquent, prospère, tout ce que j'avais voulu pour ma fille. Embrassant une autre femme 2 heures avant leur mariage. Une femme portant une alliance. Pas une erreur, pas la peur de l'engagement. C'était calculé, délibéré. Pourquoi épouser Valérie, alors? La question tournait dans mes pensées comme un vautour. Pourquoi organiser un mariage à 65 000 € avec une femme que vous trahissiez quelques heures avant la cérémonie? Pourquoi prononcer ces vœux? Pourquoi sourire sur ces photos? Quel était le but? Ma Renault 4 connaissait le chemin du retour sans que j'aie à y penser. Les rues de mon village en Provence, mon quartier, mon allée. La clé USB était dans ma poche, lourde comme une pierre. Je me suis garé dans mon allée juste après 11 heures. La maison avait la même apparence que lorsque je l'avais quittée 2 heures plus tôt. Le même aménagement paysager méditerranéen, la même lumière de sécurité qui avait besoin d'être réparée, tout était pareil. Mais moi, je n'étais plus le même. J'ai ouvert la porte d'entrée. Léo était affalé sur mon fauteuil en cuir, un verre de vin à la main, un jeu télévisé braillant. Il n'a pas levé les yeux. Salut, le vieux. Ramène-moi un autre verre tant que tu es debout. De l'étage, la voix de Manon, papa, c'est toi? Je dois te parler d'argent pour le spa ce week-end. Je suis resté dans ma propre entrée, la clé USB dans ma poche, et quelque chose à l'intérieur de moi qui pliait depuis des années a finalement cédé. Le mari de ma fille la trompant 2 heures avant le mariage. Mon autre fille vivant dans ma maison, exigeant de l'argent pour un spa. Le compagnon de ma fille m'ordonnant de lui apporter du vin, dans mon fauteuil, dans ma maison. J'ai refermé la porte derrière moi avec un clic silencieux. Ils pensaient que j'étais le même homme qui était parti ce matin. Ils avaient tort. Le sommeil était impossible. Je suis resté assis dans mon bureau après minuit, la clé USB de Sandrine sur le bureau à côté de mon ordinateur portable. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces photographies. Le visage de Stéphane, confiant. Pas coupable, pas confus. Confiant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le tableur du budget du mariage. 65 000 € que j'avais dépensés. Le lieu, le traiteur, la photographe, les fleurs, l'orchestre, tout ce qu'elle voulait. Mais elle avait insisté sur une chose en particulier. Des cadeaux en espèces. Pas de liste de mariage, pas de grille-pain ou de service en porcelaine. Papa, nous partons de zéro. Nous avons besoin de flexibilité. L'argent est plus pratique. J'avais pensé qu'elle était mature, pratique. Maintenant, je me demandais ce que j'avais réellement payé. J'ai pris un bloc-notes et j'ai commencé à écrire des chiffres, des dates, des détails qui semblaient soudainement faux. La liste des invités comptait 200 personnes, principalement mes associés, mes amis, des gens qui connaissaient Valérie depuis son enfance. Chaque enveloppe à la réception. Je me souvenais de la table des cadeaux qui débordait. Valérie avait engagé quelqu'un spécifiquement pour les collecter, les compter, les cataloguer.
45 000 € en espèces et en chèques. Elle m'avait annoncé le total la semaine après le mariage, en riant de leur bonne fortune. Stéphane et moi sommes si chanceux, papa. Tout le monde a été si généreux. J'ai noté ce chiffre, je l'ai entouré. Puis je me suis souvenu d'autre chose. Mon associé, Pierre Lambert, avait remis un chèque directement à Stéphane lors de la réception. Bienvenue dans la famille, mon garçon. Commence ta vie comme il se doit. J'étais là. 15 000 €. Pierre était riche, généreux avec les gens qu'il respectait. Stéphane avait empoché ce chèque et souri. Merci, monsieur. Nous n'oublierons pas. 60 000 € au total d'un seul mariage pour un couple censé démarrer dans la vie. Pourquoi épouser Valérie, alors? J'ai fixé cette question sur mon bloc-notes. Si Stéphane avait une autre femme, une femme portant une alliance, pourquoi organiser une cérémonie à 65 000 €? Pourquoi sourire sur ses photos? Pourquoi prononcer ses vœux? Sauf si les vœux n'avaient pas d'importance. Sauf si l'argent, oui. Mon estomac s'est noué. La nuit s'est éternisée. J'ai fait du café vers 3 heures du matin, je suis resté à la fenêtre de ma cuisine, à regarder les collines sombres du Luberon. Quelque part près d'Aix-en-Provence, Valérie dormait à côté de l'homme qui l'avait trahi quelques heures avant leur mariage. Ou peut-être qu'elle savait. Peut-être qu'elle s'en fichait. Cette pensée était pire que la première. À 7 heures, je me suis douché et habillé, tenue décontractée, pantalon en toile, polo. J'ai quitté la maison avant que Manon ne se réveille. Je ne voulais pas de questions. Je ne voulais pas voir Léo affalé sur mon canapé. La banque ouvrait à 9 heures. Je me suis rendu à l'agence du centre-ville de Lyon où je gérais mes affaires professionnelles. Territoire professionnel, terrain sûr. La directrice, Sylvie Roussel, m'a accueilli dans son bureau. Nous travaillons ensemble depuis 15 ans. Monsieur Dupont, qu'est-ce qui vous amène ce matin? Je voulais vérifier un chèque que j'ai fait. Cadeau de mariage pour ma fille, 20 000 €. Je veux m'assurer qu'il a bien été encaissé. Sylvie a affiché les informations sur son ordinateur. Laissez-moi voir. Oui, le voici. Compte joint au nom de Stéphane et Valérie Lefebvre. Le chèque a été encaissé sans problème. Compte joint, ai-je dit nonchalamment. Quand l'ont-ils ouvert? Sylvie a fait défiler l'écran. On dirait qu'il y a 2 mois. Le 10 mai. 2 mois avant le mariage. Pas des années. Pas quand ils se sont fiancés. 2 mois. Ils ont dû être rapides pour l'organisation du mariage, ai-je dit, en gardant une voix légère. Les jeunes de nos jours. Sylvie a souri. Tout va si vite. Je l'ai remercié et je suis parti. Dans ma Renault 4, je suis resté assis, le moteur tournant. Le 10 mai. Ils avaient ouvert un compte joint spécifiquement pour recevoir l'argent du mariage. Ils l'avaient planifié, coordonné. Ce n'était pas de la romance. C'était de la logistique. J'ai repris la route vers la maison en fin de matinée, l'esprit en ébullition. La maison semblait calme quand je suis entré dans le garage. La voiture de Léo était là. Une vieille Citroën 2CV qu'il refusait d'entretenir. Toujours à demander de l'argent pour la réparer. Je suis entré par la porte du garage qui donnait sur la cuisine. J'avais l'intention d'aller directement à mon bureau. Puis j'ai entendu la voix de Manon depuis l'étage. Ouais, papa a l'air suspect ces derniers temps. Sa voix portait depuis le palier du premier étage. Conversation téléphonique. Volume trop fort. Comme elle parlait toujours. Je ne sais pas. Différent, en quelque sorte. Mais ne t'inquiète pas, Serette. Léo et moi, on peut tenir encore 6 mois facilement. D'ici là, il cédera et nous achètera cet appartement juste pour se débarrasser de nous. Je me suis figé dans le couloir. La voix de Valérie est sortie du haut-parleur du téléphone. Manon l'avait mis en mode main libre, en riant. Parfait. J'ai encore 2 mois à jouer à la femme heureuse. Ensuite, je demande le divorce. La moitié des cadeaux m'appartient légalement. Stéphane a déjà accepté une répartition à 60/40. Ce sont les 45 000 € les plus faciles que j'ai jamais gagnés. Ma main a trouvé le mur, pour me stabiliser.
Manon a ri. Et la petite amie de Stéphane ne sait même rien du plan. C'est parfait. Papa est tellement occupé à être fier de ton mariage. Il ne voit rien. Garde-le distrait, a dit Valérie. Fais-lui croire que tu as besoin de quelque chose d'énorme. Comme ça, quand je demanderai la compte pour la maison, ça n'aura pas l'air excessif en comparaison. Déjà fait. Je lui ai demandé une nouvelle voiture hier. Il avait l'air agacé. Mais il finira par accepter. Il accepte toujours. J'ai reculé. Silencieux, prudent. Chaque pas mesuré jusqu'à ce que j'atteigne mon bureau. J'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre elle. Mes mains tremblaient. 2 filles, toutes deux me mentant, toutes deux m'utilisant. L'une planifiant un divorce pour voler l'argent du mariage. L'autre squattant ma maison, attendant que je les achète. Jouer à la femme heureuse. Les 45 000 € les plus faciles que j'ai jamais gagnés. J'avais failli laisser faire. Failli signer ce chèque de 40 000 € à Valérie pour son acompte. Failli. Je me suis assis devant mon ordinateur, j'ai tapé « Avocat en droit immobilier, Lyon ». Le nom de Nicolas Moreau est apparu en 3e position dans les résultats de recherche. 25 ans d'expérience, droit immobilier, fiducie familiale, protection des actifs. Son cabinet avait un créneau disponible demain matin à 9 h. J'ai pris rendez-vous. Puis je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai regardé la porte fermée de mon bureau. Derrière, Manon était probablement encore au téléphone. Léo était probablement encore planté sur mon canapé. Tous deux à l'aise, tous deux confiants. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Moi non plus. Pas exactement. Mais demain, je commencerai à le découvrir. Demain, je deviendrai autre chose qu'un portefeuille avec un battement de cœur. Le bureau de Moreau se trouvait dans un immeuble de verre en plein centre de Lyon, au 23e étage. Je suis arrivé avec 10 minutes d'avance et je les ai passés dans le parking à organiser mon dossier une dernière fois. Le tableur du mariage. La clé USB de Sandrine. Mes notes de la nuit dernière. 3 pages de chronologie, de citations, de montants, de preuves. La montée en ascenseur m'a semblé plus longue qu'elle ne l'était. J'avais pris des décisions commerciales pendant 40 ans, négocié des contrats avec des fournisseurs, géré des conflits d'employés, surmonté des ralentissements économiques. Cela ne devrait pas être différent, mais ça l'était. C'était ma famille, mes filles. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Non, pas ma famille. Plus maintenant. Elles avaient fait ce choix quand elles m'avaient transformé en une transaction. La réception était professionnelle. Bureau en verre, fauteuil en cuir, art abstrait que je ne comprenais pas mais que je reconnaissais comme étant cher. Une femme a levé les yeux de son ordinateur. Monsieur Dupont, maître Moreau vous attend. Son bureau avait des bails vitrés donnant sur Lyon, un bureau en acajou, des livres de droit tapissant un mur, des diplômes et des certificats d'avocat encadrés. Nicolas Moreau s'est levé quand je suis entré, la cinquantaine, les tempes grisonnantes, une poignée de main ferme. Monsieur Dupont, veuillez vous asseoir. Puis-je vous offrir un café? Oui, noir. Il a versé d'une carafe sur la crédence, m'a tendu une tasse en céramique, s'est installé derrière son bureau. J'ai examiné votre formulaire d'admission. Vous avez mentionné des problèmes immobiliers et des affaires familiales. Dites-moi ce qui se passe. Commencez où vous voulez. J'ai placé mon dossier en carton sur son bureau. L'ai ouvert méthodiquement. Il y a un mois, j'ai payé pour le mariage de ma fille, 65 000 €. Il y a 3 jours, la photographe m'a montré des photos de mon gendre avec une autre femme, 2 heures avant la cérémonie. Hier, j'ai découvert le plan de ma fille. Le mariage était une arnaque pour collecter des cadeaux en espèces et les partager. Le stylo de Moreau s'est arrêté sur son bloc-notes. Quand vous dites « plan », vous avez des preuves que votre fille et son mari avaient l'intention de divorcer depuis le début? J'ai surpris ma plus jeune fille au téléphone avec sa sœur. Citation, encore 2 mois et je demande le divorce. La moitié des cadeaux m'appartient légalement. Stéphane a déjà accepté 60/40e. Ce sont les mots exacts de ma fille. J'ai fait glisser la clé USB sur son bureau. Les photos de l'adultère sont ici. Métadonnées incluses. Horodatage,
coordonnées GPS, tout. Moreau a inséré la clé dans son ordinateur, a cliqué sur les fichiers. Son expression n'a pas changé, mais sa mâchoire s'est légèrement crispée. Et votre plus jeune fille, Manon? Elle vit dans ma maison depuis 4 ans. Son petit ami avec elle. Pas de loyer, pas de bail, des demandes d'argent constantes. J'ai sorti mes notes manuscrites. L'appel téléphonique d'hier, elle a dit à Valérie qu'elle tiendrait encore 6 mois jusqu'à ce que je leur achète un appartement. Moreau a pris des notes, a entouré des détails spécifiques, a souligné, 4 ans, et, pas de bail. Monsieur Dupont, en France, le droit de la propriété est très clair. Votre maison est votre propriété. S'il n'y a pas de contrat de location écrit, et vous avez indiqué qu'il n'y en a pas, vous avez le droit d'entamer une procédure d'expulsion. Le délai standard est de 30 jours après une notification écrite. Et ma plus jeune fille, son petit ami, ils vivent là depuis 4 ans sans payer de loyer. Peuvent-ils contester cela? Pas avec succès. Sans bail, ils sont essentiellement des invités qui ont dépassé leur temps de séjour. La loi protège les propriétaires. La notification de 30 jours est une courtoisie, pas une négociation. Quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. Une courtoisie, pas une négociation. Moreau a sorti un livre épais de son étagère. Le Code civil. L'a ouvert à une section marquée, l'a tourné pour que je puisse lire. Je me suis penché en avant, j'ai parcouru le texte juridique. Exigence de location résidentielle, délai de préavis, procédure d'expulsion. C'est simple, a dit Moreau. Nous rédigeons un avis formel. Vous le remettez en main propre ou par courrier recommandé. Ils ont 30 jours pour quitter les lieux. S'ils refusent, nous saisissons le tribunal pour une expulsion forcée. Étant donné l'absence de tout contrat de location, les juges statuent rapidement sur ces cas. Et pour le reste? J'ai levé les yeux du livre. Mes actifs, mon entreprise. Je ne veux pas qu'elles obtiennent quoi que ce soit quand je ne serai plus là. Elles ont clairement montré que je ne suis qu'une ressource pour elles. Moreau a fermé le Code civil. C'est là qu'une fiducie irrévocable devient précieuse. Nous transférons vos actifs maison, part d'entreprise, épargne dans une fiducie gérée par un fiduciaire professionnel. Vous gardez le contrôle de votre vivant, mais après votre décès, la distribution suit vos instructions. C'est beaucoup plus difficile à contester qu'un simple testament. Plus difficile à contester, ai-je répété. Presque impossible si elle est correctement structurée. Un testament peut être contesté. Les gens invoquent l'influence indue, l'incapacité mentale, toutes sortes d'arguments. Une fiducie irrévocable correctement exécutée, établie alors que vous êtes clairement compétent et que vous agissez librement. C'est une norme juridique entièrement différente. Je me suis rasseoir. Quand pouvons-nous commencer? Moreau a souri légèrement. La première vraie émotion qu'il ait montrée. Aujourd'hui. J'aurai besoin que vous signiez une convention d'honoraires. Mes frais pour ce travail, avis d'expulsion, révision du testament et création complète de la fiducie s'élèveront à 8 500 €. Le travail sur la fiducie seule coûte généralement 6 000 €. Mais étant donné la nature connectée de votre situation, je peux proposer un tarif forfaitaire. 8 500 €. J'avais dépensé 65 000 € pour un faux mariage, 45 000 autres collectés par ma fille et son mari complice. Des dizaines de milliers d'euros de plus sur 4 ans pour soutenir Manon et Léo. C'est acceptable. Moreau a sorti des documents de son tiroir. Convention d'honoraires, structure des frais, calendrier, devis. Nous aurons les avis d'expulsion rédigés d'ici vendredi matin. Vous les remettrez ce week-end. Je recommande de le faire en personne, pour qu'il n'y ait aucune question de réception. Après la remise, le compte à rebours de 30 jours commence. Ils doivent quitter les lieux à cette date ou faire face à une expulsion légale. Et la fiducie? 2 à 3 semaines pour un transfert complet des actifs. Je travaillerai directement avec vos institutions financières. Nous aurons besoin des relevés actuels de tous les comptes, des titres de propriété, des documents de propriété de l'entreprise. Mon assistante juridique coordonnera avec vous les détails. Il a fait glisser le contrat sur son bureau. Je l'ai lu attentivement. Des années d'affaires m'avaient appris cela. Portée des travaux, barème des honoraires, calendrier, tout ce que Moreau avait promis,
formalisé en langage juridique. J'ai signé d'une main ferme. Moreau a contresigné, l'a daté, m'a remis des copies. Monsieur Dupont, je dois mentionner que cela détruira probablement votre relation avec vos filles de façon permanente. Une fois que vous aurez remis ces avis d'expulsion, une fois qu'elles découvriront la structure de la fiducie, il n'y aura pas de retour en arrière. Je sais. Vous êtes préparé à cela? J'ai pensé au rire de Manon au téléphone. À la cruauté désinvolte de Valérie jouant à la femme heureuse. Les 45 000 € les plus faciles que j'ai jamais gagnés. Elles ont détruit la relation elle-même. Je ne fais que reconnaître la réalité. Moreau a hoché la tête. Alors nous sommes clairs. Je vous appellerai vendredi matin quand les documents seront prêts. Nous nous sommes à nouveau serré la main. Plus longtemps cette fois. Quelque chose est passé entre nous. Du respect professionnel, peut-être. De la compréhension. J'ai quitté son bureau avec des copies du contrat, un aperçu du calendrier, un résumé de la structure de la fiducie, des documents juridiques qui signifiaient une chose simple, je reprenais ma vie en main. L'ascenseur pour descendre était plus rapide que la montée. La gravité travaillait en ma faveur. Dans le parking, je me suis assis dans ma Renault 4 avec les copies du contrat sur le siège passager. Procédure d'expulsion, résumé de la modification du testament, aperçu de la structure de la fiducie. Mon téléphone a vibré. Un texto de Valérie. Papa, as-tu réfléchi à la compte? On a vraiment besoin d'une réponse. La maison ne va pas attendre éternellement. J'ai regardé le message un long moment. 40 000 € pour une maison dans laquelle elle vivrait 2 mois avant de demander le divorce. J'ai supprimé le texto sans répondre. Puis j'ai démarré la voiture et je suis rentré chez moi. Manon et Léo seraient là, à l'aise et confiants, s'attendant à ce que rien ne change. Il leur restait 30 jours pour profiter de cette confiance. J'avais 30 jours pour me préparer à la guerre. Les enveloppes sont arrivées vendredi matin. Adresse de retour de Moreau, papier épais, sceaux officiels. Je les ai posées sur mon bureau et les ai regardées pendant la majeure partie de la journée. Le soir, j'étais prêt. J'entendais Manon et Léo dans le salon. La voix de Léo portait, excité, animée. Une autre combine, une autre demande. J'ai pris les enveloppes et j'ai traversé le couloir. Ils étaient sur le canapé, à l'aise. Léo gesticulant, Manon hochant la tête. Ma télévision, mon canapé, mon salon. Et les microbrasseries artisanales sont en plein essor en ce moment, disait Léo. Le marché lyonnais est parfait. On aurait besoin d'environ 30 000 € pour commencer. Ton père verrait un retour sur investissement en 1 an. Facile. Manon a ri. Il le fera. Il le fait toujours. Il suffit de le présenter comme une aide à la famille et il signera le chèque. Je suis entré dans la pièce. Ils ont levé les yeux, souriant, ne s'attendant à rien. J'ai posé les enveloppes sur la table basse entre eux. Qu'est-ce que c'est? Manon a pris la sienne, perplexe. Papa, on parle de l'idée de brasserie de Léo. Avis d'expulsion officielle. Vous avez 30 jours pour trouver un autre logement. Les mots sont tombés comme des pierres dans une eau calme, des ondulations de silence se propageant vers l'extérieur. Manon a déchiré son enveloppe, allulant tête. Son visage a perdu toute couleur. Léo a attrapé la sienne, l'a parcourue. Tu as perdu la tête, le vieux? C'est notre maison. C'est ma maison. Vous ne pouvez pas nous mettre dehors comme si nous étions des étrangers. Léo s'est levé, s'est avancé vers moi, les poings serrés, le visage rougeau. Nous sommes de la famille. Les larmes de Manon ont commencé, pile à l'heure. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je suis ta fille. Comment peux-tu nous jeter dehors? Je l'ai regardé calmement. Vous n'avez pas payé de loyer en 4 ans. Vous ne me respectez pas. Vous me voyez comme un portefeuille. Il est temps de grandir. C'est insensé. Léo s'est approché, envahissant mon espace. Vieille tactique d'intimidation. Tout le monde saura quel genre de père tu es. Mettre ta propre fille à la rue. La vie est légale. 30 jours. Je vous suggère de commencer à faire vos cartons. Manon m'a attrapé le bras. Papa, s'il te plaît.
On peut arranger ça. On paiera un loyer. J'ai retiré sa main, doucement mais fermement, je me suis tourné vers le couloir. Tu vas regretter ça. La voix de Léo m'a suivi. Tu vas regretter ça. Je suis allé à mon bureau, j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée avec un clic audible. Derrière moi, le chaos a éclaté. Les lamentations de Manon, les cris de Léo, des meubles qui raclent le sol. Je me suis assis à mon bureau et j'ai écouté. Leur panique était une musique. 10 minutes ont passé. Les cris se sont calmés en chuchotements intenses. Puis la voix de Manon à nouveau. Plus aiguë. Appel téléphonique. J'ai pressé mon oreille contre la porte. Il nous a donné des papiers d'expulsion. 30 jours. Pause. Valérie répondant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était froid, comme si nous étions des étrangers. Pause plus longue. Nous devons faire quelque chose. La voix de Valérie portait à travers le haut-parleur du téléphone. Calme, stratégique. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais le ton était clair. Mode planification. D'accord. Oui, demain. Amen Stéphane. On va trouver une solution. D'autres murmurent. Puis la voix de Léo, plus basse mais venimeuse. Il va le regretter. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Moreau avait envoyé des documents cet après-midi. Papier de création de la fiducie, stratégie de protection des actifs. Il pensait que c'était à propos de la maison. Il n'avait aucune idée que je protégeais tout. Mon téléphone a vibré. Texto de Valérie. Papa, Manon m'a appelé. Il faut qu'on parle. Je passe demain avec Stéphane. Ça va trop loin. J'ai lu 2 fois. Ils se regroupaient, se coordonnaient, s'apprêtaient à lancer leur contre-attaque. Laissez-les venir. J'ai sorti un calendrier et j'ai marqué la date. Jour 1 de 30. Le compte à rebours avait commencé. Dans le salon, Manon pleurait encore. Léo faisait les 100 pas. Je pouvais entendre ses pas. D'avant en arrière. D'avant en arrière. Ils avaient vécu ici pendant 4 ans sans contribuer un seul euro. 4 ans à traiter ma maison comme un hôtel. 4 ans de demandes, d'irrespect et de suppositions. Il leur restait 30 jours pour profiter de ce privilège. J'ai de nouveau regardé les documents de la fiducie de Moreau. 2 à 3 semaines avant la finalisation. Le timing serait serré, mais ça marcherait. Au moment où il réaliserait toute l'étendue de ce que j'avais fait, il serait trop tard pour l'arrêter. Un autre texto de Valérie. On va arranger ça. Ne t'inquiète pas. Elle n'envoyait pas de texto à moi. Elle envoyait un texto à Manon. Mais Manon a dû lui montrer mon numéro aussi, car un 3e message est arrivé. Papa, je sais que tu es contrarié par quelque chose. Parlons comme des adultes demain. Parlez comme des adultes. La femme qui prévoyait de divorcer de son mari dans 2 mois pour voler les cadeaux de mariage voulait parler comme des adultes. J'ai éteint mon téléphone. Demain, ils viendraient avec leur performance. Fille concernée, gendre diplomate, argument raisonné, manipulation émotionnelle. J'avais déjà vu le documentaire. Je savais comment ça se terminait. Derrière la porte de mon bureau, la maison est finalement devenue silencieuse. Manon et Léo étaient probablement montés pour élaborer une stratégie, ou pleurer, ou boire. Je m'en fichais. J'ai ouvert un carnet et j'ai commencé à écrire, à documenter la soirée. Leurs réactions, leurs menaces, l'agressivité de Léo, les larmes de Manon, tout ce dont Moreau pourrait avoir besoin si cela finissait au tribunal. Le stylo se déplaçait régulièrement sur la page. Factuel, détaillé, impassible. Quelque part durant la 4e année de leur résidence, j'avais cessé d'être un père pour devenir un distributeur de billets. Maintenant, je n'étais ni l'un ni l'autre. J'étais un propriétaire exerçant ses droits légaux, et il me restait 29 jours pour me préparer à ce qui allait suivre. Samedi matin, je suis descendu pour trouver Manon en peignoir, affalée sur le canapé. Papa. Sa voix était faible, théâtrale. Je ne peux pas me lever. Mon cœur s'emballe.
le stress de cette expulsion. Je pense que tu devrais appeler un médecin. Léo planait à proximité, les bras croisés, en position de protection, tous deux guettant ma réaction. Je suis passé devant eux pour aller à la cuisine. Il y a des médicaments contre le rhume dans l'armoire, ai-je dit sans m'arrêter. Derrière moi, le silence. Puis l'expiration frustrée de Manon. J'ai versé du café et l'ai emporté dans mon bureau. J'ai fermé la porte. Dimanche après-midi, Léo m'a trouvé dans le garage, bloquant la porte avec son corps. Tu sais ce que les gens vont dire, hein? Ton agressif. Visage trop près du mien. Que tu as mis ta propre fille à la porte. Ta fille enceinte. Manon n'était pas enceinte. Juste un autre mensonge. Tes associés, tes amis de l'église, ils sauront tous quel genre d'homme tu es vraiment. J'ai regardé ma montre. L'expulsion est légale. Il vous reste 26 jours. Maintenant, bouge. Il n'a pas bougé. Nous sommes restés là pendant 10 secondes. 20. Sa mâchoire se contractant, ses poings serrés. Finalement, il s'est écarté. Je suis monté dans ma Renault 4 et je suis allé à la quincaillerie. J'y suis resté 3 heures, à vérifier l'inventaire, à parler au directeur, à être n'importe où sauf à la maison. Quand je suis revenu ce soir-là, une enveloppe reposait sur le comptoir de ma cuisine. En tête manuscrit, proposition. Je l'ai ouverte. L'écriture de Léo, une liste détaillée. Opportunité d'investissement, partenariat dans une microbrasserie artisanale. Capital initial requis, 50 000 euros. Terme, Manon et Léo restent en résidence. Paie un loyer nominal de 500 euros par mois. Rembourse l'investissement en 5 ans. 50 000 euros, au lieu des 30 qu'il avait mentionnés vendredi soir. Le désespoir gonflait les chiffres. J'ai tout lu. 2 pages. Des projections financières sorties de nulle part. Des promesses de retour. Des garanties d'harmonie familiale. En bas, cela résout tout. Nous restons, vous profitez. La famille reste unie. Je l'ai plié, je suis allé au salon où ils attendaient, et je la lui ai rendue. Non. Le visage de Manon s'est décomposé. Papa, on essaie de faire un compromis. Non, ai-je répété, et je suis retourné à mon bureau avec mon dîner. À travers le mur, j'ai entendu leurs chuchotements frustrés, leurs accusations, leur incrédulité, le bruit de la vaisselle qui claque. Lundi et mardi se sont passés de la même manière. Manon alternait entre les larmes et le silence. Léo oscillait entre les menaces et la négociation. J'ai maintenu ma routine. Travail, maison, bureau, repas seul. Leur présence est devenue un bruit de fond. Mercredi soir, Valérie est arrivée. Elle avait appelé cet après-midi. Papa, on vient dîner. Stéphane et moi. Il faut qu'on parle en famille. Pas une demande, une annonce. Ils sont arrivés à 6 heures. Valérie portait des sacs de course. On cuisine ce soir. Tu travailles trop dur. Stéphane a souri. Poignée de main ferme. Jean. J'espère que ça ne vous dérange pas qu'on débarque comme ça. Valérie était inquiète. La famille devrait se soutenir dans les moments difficiles. Ils ont pris possession de ma cuisine. Valérie coupait des légumes. Stéphane mettait la table. Manon est sortie de l'étage. Maquillage parfait. Aucun signe de sa maladie. Léo est apparu, fraîchement douché, jouant l'adulte raisonnable. Une intervention soigneusement mise en scène. Nous nous sommes assis pour le repas qu'ils avaient préparé. Poulet rôti et gratin dauphinois. Repas simple. Belle présentation. Valérie a versé du vin. Stéphane a fait la conversation sur son travail de vendeur de voitures. Tout le monde jouait la normalité. Puis Valérie a changé de vitesse. Papa, cette maison doit être beaucoup à gérer tout seul. Toutes ces pièces, le jardinage, l'entretien. As-tu pensé à quelque chose de plus petit? Un bel appartement? J'ai coupé mon poulet. Mâché lentement. Stéphane a repris le fil. Le marché immobilier est fort en ce moment. Les maisons en Provence se vendent vite.
Tu pourrais en obtenir le meilleur prix. Aider tout le monde à s'installer confortablement. Voilà. Valérie a touché le cadre photo sur la table d'appoint. L'a ajusté. Geste territorial. On t'aiderait à déménager, bien sûr. Et avec les bénéfices que tu obtiendrais. Ce serait bien de partager avec la famille. Aider Manon et Léo à démarrer. M'aider, Stéphane et moi, avec notre acompte pour la maison. Tout le monde y gagne. La maison. Il voulait l'argent de la vente de la maison. Pas un héritage un jour. Maintenant. La réalisation s'est faite avec une clarté parfaite. Papa, je dis juste que tu vieillis. Ne serait-il pas plus facile d'avoir quelque chose de gérable? Moins de responsabilités. J'ai posé ma fourchette, je les ai regardés chacun leur tour. Valérie, Stéphane, Manon, Léo. 4 visages, 4 masques différents, un seul objectif. Je ne vends pas ma maison. Valérie a ri légèrement. Une pointe d'agacement sous-jacente. Papa, personne ne te met la pression. On s'inquiète juste. Je me suis levé. Merci pour votre inquiétude. Je vais bien. Bonne nuit. Le raclement de ma chaise, ma marche vers mon bureau, la porte qui se ferme. Derrière moi, un silence choqué, puis des chuchotements urgents. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le portable de Moreau. Je dois vous voir ce soir. C'est urgent. Je serai au bureau dans 30 minutes. J'ai attendu d'entendre leur voiture partir. La voiture haut de gamme de Valérie, puis la 2CV de Léo qui suivait, se coordonnant, planifiant leur prochain coup. J'ai pris mes clés et je suis allé en ville. Le bureau de Moreau était éclairé. La fenêtre du 23e étage brillait. Il m'a accueilli dans le hall. Ils coordonnent leur stratégie pour acquérir mes actifs, ai-je dit pendant que nous montions dans l'ascenseur. L'expulsion a déclenché quelque chose. Maintenant, ils veulent que je vende la maison, que je partage les bénéfices. Le dîner de ce soir était une reconnaissance. Dans son bureau, Moreau a sorti de nouveaux documents. Alors, nous accélérons la création de la fiducie. Tout aux maisons, entreprises, épargne est transféré à une gestion professionnelle. Vous gardez le plein contrôle de votre vivant. Mais après votre décès, la distribution suit vos instructions exactes. Ils ne peuvent pas la contester. Ne peuvent pas la manipuler. À quelle vitesse pouvons-nous agir? Je commence les formalités demain. Nous allons également changer immédiatement les bénéficiaires de votre compte bancaire. Retirez complètement vos filles. 5 000 € pour la création de la fiducie, mais chaque centime en valait la peine. Faites-le. Il a affiché des formulaires sur son ordinateur. Autorisation de changement de bénéficiaire. Aperçu de la structure de la fiducie. J'ai tout signé. Signatures électroniques, témoignage légal. 40 minutes plus tard, je suis parti avec des copies de tout. Le trajet de retour à la maison semblait différent, plus léger. Je suis arrivé vers minuit. La maison était sombre, à l'exception de la lampe du salon. À l'intérieur, Manon et Léo étaient partis se coucher. Des verres de vin vides sur ma table basse. Ils avaient probablement passé la soirée à comploter avec Valérie au téléphone. Laissez-les comploter. J'avais les copies des documents de la fiducie dans ma mallette. Moreau commencerait les transferts d'actifs demain. D'ici 3 semaines, tout ce que j'avais construit serait protégé. Mon téléphone affichait 3 appels manqués. Valérie. Pas de message. Elle savait que quelque chose avait changé ce soir. Peut-être sentait-elle que la conversation du dîner en avait trop révélé. J'ai pensé à leur performance. Le rôle de diplomate de Stéphane. La suggestion de Valérie de vendre la maison. Tout le monde y gagne. Tout le monde sauf moi. Ils avaient mal calculé. Ils pensaient que j'étais un vieil homme faible qu'ils pouvaient manipuler pour qu'il abandonne l'œuvre de sa vie. J'en avais fini d'être faible. 26 jours avant que Manon et Léo ne partent. 3 semaines avant que la fiducie ne soit finalisée. Ils avaient tout ce temps pour savourer le sentiment d'avoir encore une prise. J'avais tout ce temps pour m'assurer qu'ils ne me manipuleraient plus jamais. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais signifié l'avis d'expulsion.
15 jours restaient. Ce soir-là, j'ai mis la table de la salle à manger moi-même. 5 couverts. La belle porcelaine que je n'avais pas utilisée depuis que mes filles étaient enfants. Serviette en tissu, verre à eau. À ma place, j'ai posé un dossier en carton, face cachée. Le dossier contenait 8 photographies imprimées. Stéphane et une femme aux cheveux roux, horodatée, géolocalisée. 2 heures avant son mariage avec ma fille. J'avais invité tout le monde, mes 2 filles, mes 2 gendres. Un dîner de famille, avais-je dit. Ils sont arrivés séparément, Valérie et Stéphane en premier, avec 15 minutes d'avance. Je les ai entendus dans le salon, une conversation à voix basse avec Manon et Léo, se coordonnant, planifiant leur approche. Je les ai appelés à table. La tension fut immédiate. Ils se sont assis, ont échangé des regards, ont attendu. J'ai servi du poulet rôti et des légumes. Repas simple, rien d'élaboré. Il ne s'agissait pas d'hospitalité. Nous avons mangé en quasi-silence pendant 10 minutes. Le bruit des fourchettes sur les assiettes, les verres à eau levée, le son d'une normalité forcée. Puis Valérie a commencé. « Papa, nous avons tous parlé. La situation avec Manon, c'est stressant pour tout le monde. Peut-être qu'il est temps de penser à simplifier les choses. La maison, l'entreprise. C'est beaucoup pour une seule personne. » Stéphane a hoché la tête, en soutien. « Jean, personne ne dit que vous ne pouvez pas gérer. Nous voulons juste aider. Vendre au bon moment sur ce marché. Nous pourrions vous aider à tout organiser. Pour que ce soit facile. » Manon s'est penchée en avant, d'une voix douce. « Papa, on s'inquiète pour toi. Tout seul ici. Un bel appartement ne serait-il pas mieux? Moins d'entretien, moins de stress. » J'ai posé ma fourchette, j'ai attrapé le dossier en carton. Avant de continuer, il y a quelque chose que vous devriez voir. Valérie l'a pris. Méfiante. Qu'est-ce que c'est? J'ai bu une gorgée d'eau. Des photographies de ton mariage. Particulièrement intéressantes sont les photos de Stéphane avec une femme aux cheveux roux, 2 heures avant la cérémonie, sur la terrasse du restaurant. Le visage de Stéphane s'est vidé de son sang. Je ne. Ce n'est pas. Valérie a ouvert le dossier. J'ai regardé ses yeux parcourir la première image, puis la seconde. Son expression s'est durcie comme de la pierre. Où as-tu eu ça? J'ai ignoré la question. J'ai aussi surpris une conversation téléphonique entre toi et Manon. Laisse-moi citer, encore 2 mois et je demande le divorce. La moitié des cadeaux m'appartient légalement. Stéphane a déjà accepté une répartition à 60/40. Ce sont tes mots exacts, Valérie. La main de Manon a volé à sa bouche. Léo s'est à moitié levé. Tu nous as espionnés. Tu n'en avais pas le droit. J'ai levé une main, paume vers l'avant. Stop. Léo s'est rassis. J'ai créé une fiducie irrévocable. Ma maison, mon entreprise, mes économies, tout est maintenant protégé. Après ma mort, vous recevrez le minimum requis par la loi française, pas un centime de plus. La voix de Valérie s'est élevée. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. Je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise lentement, j'ai plié ma serviette à côté de mon assiette. Manon et Léo ont 15 jours pour trouver un nouveau logement. Cette conversation est terminée. Papa. Valérie s'est levée aussi. Tu détruis cette famille. Pourquoi? Un malentendu? Je me suis arrêté à l'embrasure de la porte de la salle à manger. Je ne me suis pas retourné. Je ne détruis rien. Je protège ce que j'ai construit contre des gens qui me voyaient comme une ressource, pas comme un père. Je suis allé jusqu'à mon bureau, j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée. Derrière moi, les voix ont éclaté. Valérie criant. Les protestations défensives de Stéphane. Manon pleurant. Les jurons colériques de Léo. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un email de Moreau envoyé il y a 1 heure. Document de la fiducie prêt pour la signature finale. Pouvez-vous passer demain matin? J'ai répondu, 9 heures. De la salle à manger, la dispute continuait. Valérie exigeant que je sorte.
Léo menaçant de défoncer la porte. Menace en l'air. Les sanglots de Manon se propageant dans le couloir. Ils pouvaient se disputer toute la nuit. Cela ne changerait rien. Les photos étaient sur la table. La vérité avait été dite. La fiducie était presque complète. 15 jours avant que Manon et Léo ne quittent ma maison. Peu importe le temps qu'il faudrait pour que le mariage frauduleux de Valérie et Stéphane s'effondre de lui-même. J'avais passé 2 semaines à les regarder manipuler, comploter, se coordonner, à les regarder traiter ma maison comme leur terrain de jeu et mon portefeuille comme leur propriété. Maintenant, ils savaient que je les avais observés en retour. Et j'avais déjà gagné. Le bureau de Moreau à 9 h le lendemain matin. Céline Durand était déjà là, une spécialiste en planification successorale qu'il avait fait venir pour finaliser la fiducie. Monsieur Dupont, elle m'a serré la main. Cinquantaine, professionnelle, efficace. Des papiers étalés sur la table de conférence comme une forteresse juridique. Tout est prêt pour votre signature. Je me suis assis et j'ai commencé à signer. Page après page, initiale ici, signature complète là. Transfert de la résidence principale, des parts sociales, des comptes bancaires, des portefeuilles d'investissement, tout passait dans la structure de la fiducie irrévocable. Ceci transfère votre maison à la gestion fiduciaire, a expliqué Céline. À votre décès, la distribution suit ses instructions. Le minimum légal à la famille immédiate. Le reste aux œuvres de bienfaisance que vous avez sélectionnées. Et mes filles ne peuvent pas contester cela? Elles peuvent essayer. Sa voix était assurée. Mais les fiducies irrévocables sont extrêmement difficiles à renverser. C'est la protection la plus solide qui soit pour des actifs. J'ai signé la dernière page. Fait. 40 ans de travail. Protégé. Je suis rentré chez moi en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Les 13 jours suivants sont devenus une masterclass en guerre psychologique. Jour 2. J'ai trouvé ma cafetière brisée sur le sol de la cuisine. Léo se prélassait à table, un journal étalé devant lui. Oh, ça, il a haussé les épaules. Ça m'a glissé des mains ce matin. Les accidents, ça arrive. J'ai balayé le verre sans commentaire. 11 jours, ai-je dit en jetant les morceaux à la poubelle. Jour 4. J'ai entendu Manon parler à Madame Bernard par-dessus la clôture du jardin. Notre voisine. J'ai regardé par la fenêtre. Manon s'éponguait les yeux avec un mouchoir, geste dramatique. Il nous met dehors sans aucun endroit où aller. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Madame Bernard avait l'air mal à l'aise. Je suis sûr que vous et votre père allez trouver un arrangement, ma chère. Je ne sais pas. Il a changé. C'est comme s'il n'était plus la même personne. Je me suis détourné de la fenêtre. Laissez-la faire son numéro pour les voisins. Cela ne changeait rien. Jour 7. Valérie est arrivée avec une femme portant un porte-bloc. Papa, voici le docteur Sophie Laurent. C'est une psychologue. On a pensé que ça pourrait t'aider de parler. Je suis resté debout, les bras croisés. Je n'ai accepté aucune conversation. La femme a souri professionnellement. Monsieur Dupont, votre fille s'inquiète de récents changements de comportement. Des décisions soudaines, couper les ponts avec la famille. Ce sont parfois des indicateurs de problèmes sous-jacents qui... Stop. J'ai regardé Valérie. Dehors. Toutes les deux. Maintenant. Papa, elle essaie d'aider. Si seulement tu écoutais. C'est ma maison. Vous partez. Elles sont parties. Jour 10. Je suis rentré des courses pour trouver la porte de mon bureau légèrement entr'ouverte. Je la fermais toujours complètement. Sur mon bureau, les documents de la fiducie étaient exactement là où je les avais laissés. Presque exactement. Le coin était plié différemment. Quelqu'un les avait consultés. Ce soir-là, Manon était plus silencieuse que d'habitude. Léo ne cessait de lui jeter des coups d'œil. Il savait maintenant. Il savait vraiment. La fiducie était réelle. L'argent était parti. Jour 12. Manon a frappé à la porte de mon bureau. L'après-midi. Léo n'était pas avec elle.
Papa, on peut parler? Juste nous deux. J'ai désigné le fauteuil. Elle s'est assise, un mouchoir déjà à la main, les yeux rouges. J'ai réfléchi à tout. Tu avais raison à propos de Léo, à propos de la façon dont nous avons vécu. Il n'est pas une bonne influence sur moi. Je le vois maintenant. J'ai attendu. J'ai fait de terribles erreurs. Je te demande, je te supplie de me pardonner. Une autre chance. Je pourrais changer. Je pourrais être la fille que tu mérites. La performance était impeccable. Voix tremblante, posture vulnérable, penchée en avant. Toutes les techniques de manipulation de son arsenal. J'ai laissé le silence s'étirer. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Si tu avais vraiment réalisé tes erreurs, Manon, tu ne serais pas venu ici demander le pardon comme une transaction. Tu serais venu sans rien attendre en retour. Mais tu demandes la maison, de l'argent, que je change d'avis sur la fiducie. Non, je veux juste. Tu veux que je croie que Léo t'a corrompu, que tu es une victime. Mais je vous ai entendu au téléphone, toi et Valérie, en train de planifier ça. Vous riez, toutes les deux, de me manipuler. Son visage a changé. Les larmes se sont arrêtées. Sa voix est devenue dure. Très bien. Très bien. Tu veux être seul? Sois seul. Mais ne t'attends pas à ce qu'on se soucie de ce qui t'arrive. Je ne me suis pas levé, je n'ai pas réagi. 8 jours, Manon. Commence à faire tes cartons. Elle s'est retournée et est sortie. La porte a claqué assez fort pour faire trembler le cadre. À travers le plafond, je l'ai entendu marteler les escaliers. La voix de Léo questionnant. Puis la réponse en colère de Manon, mots étouffés, mettons clair. Elle lui disait que ça n'avait pas marché, que je ne céderais pas, qu'il devait réellement trouver un appartement. La réalité faisait enfin son chemin. J'ai ouvert mon calendrier. 8 jours avant la date limite d'expulsion. Moreau avait déjà pris des dispositions avec la gendarmerie s'il refusait de partir volontairement. Mon téléphone affichait un texto de Valérie. J'espère que tu es heureux. Tu as détruit cette famille. Je l'ai supprimé sans répondre. Le document de la fiducie était dans le tiroir de mon bureau, signé, notarié, classé. Chaque actif que j'avais passé 40 ans à construire était protégé. La maison était à moi. L'entreprise était en sécurité. Mon testament reflétait mes choix, pas leurs attentes. 8 jours de plus de leur présence. 8 jours de plus de guerre psychologique. Je ne ressentais plus rien. Puis le silence, l'espace, la paix. Pour la première fois en 4 ans, j'allais récupérer ma maison. Pour la première fois depuis des mois, j'allais récupérer ma vie. Le 30e jour. Je suis arrivé dans mon allée à 10 heures ce matin-là. Le véhicule de la gendarmerie est arrivé 30 secondes derrière moi. La voiture de Moreau a suivi. Nous avions coordonné cela. Officiel, légal, aucune place pour la discussion. Le gendarme Olivier Petit est sorti. La quarantaine, expérimenté, professionnel. Nous nous étions parlé au téléphone 2 fois. Il connaissait la situation. Monsieur Dupont, il m'a serré la main. Faisons ça. Moreau nous a rejoints, sa mallette à la main. Tout est en ordre. L'avis d'expulsion a été correctement signifié. Les 30 jours se sont écoulés. Ils sont maintenant officiellement des intrus. Nous avons marché ensemble jusqu'à ma porte d'entrée. Ma maison, ma propriété. Mais j'ai quand même frappé. 3 coups fermes. Silence. Puis la voix de Léo, étouffée, allez-vous-en. Vous ne pouvez pas faire ça. Le gendarme Petit s'est avancé, la main posée sur son ceinturon. Monsieur, ici le gendarme Petit de la gendarmerie du Gard. Je suis ici pour exécuter une ordonnance d'expulsion légale. Ouvrez la porte maintenant ou je serai forcé de l'ouvrir moi-même. Cela devient une violation de domicile. C'est votre choix. Une longue pause. Une dispute à voix basse à l'intérieur. Puis la porte s'est entr'ouverte. Le visage de Manon est apparu. Yeux rouges. Expression défiante essayant de masquer la panique.
Le gendarme a poussé la porte plus loin. Est entré professionnellement. Moreau et moi avons suivi. Le salon ressemblait à une zone de guerre. Des vêtements éparpillés partout. Des boîtes de plats à emporter empilées sur ma table basse. Des canettes. Le chaos. Mais pas de carton. Rien de prêt. Vous n'aviez pas l'intention de partir, n'est-ce pas? Le gendarme a inspecté la pièce, prenant des notes. Très bien, vous avez 2 heures pour récupérer vos effets personnels. C'est-à-dire les vêtements, les objets personnels. Pas les meubles, pas les installations. Le compte à rebours commence maintenant. 2 heures? La voix de Manon est montée dans les aigus. C'est impossible. Vous avez eu 30 jours, madame. 2 heures, c'est généreux. Léo est apparu de la cuisine, mal rasé, en colère. C'est insensé. Nous avons des droits. La voix de Moreau a coupé court. Vous n'avez aucun droit sur cette propriété. Pas de bail, pas de contrat de location, pas de titre de propriété. C'est le dernier jour. Léo m'a regardé. Tu fais vraiment ça? Ta propre fille. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Le gendarme a regardé son téléphone. 2 heures à partir de maintenant. Ce qui a suivi était un chaos au ralenti. Manon fourrant frénétiquement des vêtements dans des sacs poubelles, pleurant par intermittence. Léo jetant des choses dans un sac de sport avec des mouvements agressifs, marmonnant des jurons sous son souffle. Après tout ce qu'on a fait pour lui, a dit Léo assez fort pour que je l'entende. Vivre seul dans cette immense maison comme un avare. La voix du gendarme s'est faite plus tranchante. Monsieur, c'est la propriété de M. Dupont. Je vous suggère de vous concentrer sur vos cartons et de garder vos commentaires pour vous. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, j'ai regardé, je n'ai pas aidé, je n'ai pas parlé. J'ai simplement été témoin du démantèlement pièce par pièce de leur résidence non autorisée. Manon a essayé de croiser mon regard plusieurs fois. Le manuel de manipulation était toujours ouvert, mais j'en avais mémorisé chaque page, connaissais chaque astuce, ne tombais dans aucun panneau. 2 heures plus tard, ils ont transporté les derniers sacs jusqu'à leur voiture. Une vieille berline, cabossée, déjà en difficulté financière. Près de la voiture, Manon s'est retournée. Dernière tentative. Tu le regretteras. Quand tu seras seul et que tu auras besoin d'aide, ne viens pas pleurer chez nous. J'ai croisé son regard, calme, certain. Je ne le ferai pas. Ils sont partis, la voiture de Manon disparaissant au bout de la rue, emportant avec elle leur présence, leurs exigences, leurs manipulations. Je suis resté sur le seuil de ma porte, ma maison, vraiment la mienne, pour la première fois en 4 ans. Le gendarme m'a remis des papiers. Ils sont officiellement partis. S'ils reviennent sans permission, appelez immédiatement. C'est une violation de domicile. Merci, mon adjudant. Moreau m'a serré la main. Bien joué, Jean. La plupart des gens cèdent avant ce stade. Vous avez tenu bon. Après leur départ, j'ai parcouru lentement la maison. Le salon où Léo s'était vautré. La cuisine où Manon avait exigé de l'argent. L'étage, où ils avaient occupé la chambre d'amis comme des rois permanents. Vide maintenant. Tout. À moi. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Valérie. J'ai hésité à répondre, mais la curiosité l'a emporté. Oui. J'espère que tu es satisfait. Sa voix était glaciale. Tu as détruit cette famille. Tout ce que nous avions. Est-ce que ça en valait la peine? J'ai regardé la photo de famille sur l'étagère. Vieille photo, autre époque, autre personne. Je n'ai pas détruit la famille, Valérie. J'ai arrêté de la laisser me détruire. Silence. Puis sa voix s'est légèrement brisée. Tu as changé. Je ne sais même plus qui tu es. Je suis la même personne. J'ai juste arrêté de prétendre que je ne remarquais pas qu'on m'utilisait. On verra combien de temps tu tiendras seul. Tu auras besoin de nous un jour. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone. 3 jours plus tard, il a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Stéphane. Je l'ai lu debout dans ma cuisine.
Jean, j'ai vu les photos. Je sais que vous savez. Écoutez, Valérie était aussi au courant de ma relation. Tout ce mariage était un arrangement. Nous divorçons de toute façon. Je vous demande de ne pas vous en mêler. Je peux faire en sorte que ça en vaille la peine. 10 000 pour que ça se passe tranquillement. Je l'ai lu une fois, je l'ai supprimé, j'ai bloqué le numéro. Valérie avait été au courant de la liaison depuis le début. Le mariage entier était une arnaque des deux côtés. Ils l'avaient orchestré ensemble, collecté l'argent, prévu de le partager, et maintenant Stéphane voulait me payer pour que je me taise. 10 000 € pour que leur divorce frauduleux se déroule sans accroc. J'ai regardé mon salon, les meubles que j'avais choisis, le silence que j'avais gagné, l'espace que j'avais reconquis. Il y a 4 ans, j'avais ouvert ma porte à Manon et Léo temporairement. Je les avais laissés prendre le contrôle de ma maison, de ma paix, de ma vie. J'avais payé pour un mariage qui était une transaction commerciale, signé des chèques qui finançaient des combines, cru que j'aidais ma famille alors que je finançais ma propre exploitation. Maintenant, la maison était vide, sauf moi. Manon et Léo étaient partis. Valérie avait coupé les ponts. Stéphane envoyait des pots de vin désespérés que je ne daignerais pas honorer d'une réponse. Je me suis approché de la fenêtre. Le soleil se couchait sur la Provence, peignant le paysage d'or. Ma maison, ma vie, mes choix. Ils pensaient avoir gagné quand ils avaient emménagé. Quand ils manipulaient, quand ils complotaient. Ils avaient eu tort. Fin août. Je me suis assis sur ma terrasse avec mon café du matin, regardant le soleil grimper sur les collines provençales. L'air était déjà chaud. Mais ici, sur le flanc de la colline, une brise le rendait supportable. Calme. Complètement calme, à l'exception des oiseaux et du bourdonnement lointain de la ville en contrebas. 3 semaines depuis l'expulsion. 3 semaines à vivre seul dans ma maison. Ma vraie maison, pas un bâtiment que je partageais avec des locataires rancuniers qui m'appelaient papa. La cafetière fonctionnait. Léo avait brisé mon ancienne dans un accès de rage passive-agressive. Je l'avais remplacée le lendemain de leur départ. Petite chose, mais ça comptait. Tout fonctionnait maintenant. La télécommande de la télévision restait là où je la posais. Mon fauteuil dans le salon n'accueillait que moi. Le réfrigérateur contenait la nourriture que j'avais achetée, mangée à mon rythme sans que quelqu'un exige que je paie ses courses. Des choses simples, des choses révolutionnaires. Manon avait appelé 2 fois cette semaine. J'avais laissé les 2 appels aller sur la messagerie vocale, supprimé les messages sans les écouter. Elle et Léo avaient trouvé un appartement bon marché en périphérie. Léo travaillait à un petit boulot. Il se débrouillait. Sans mon argent, sans ma maison. Bien. Valérie avait appelé une fois aussi, il y a 2 semaines, pour demander de l'argent. J'ai besoin d'aide pour un acompte après le divorce. Juste 20 000. Tu es mon père. J'avais dit un seul mot. Non. Puis j'avais raccroché. Pas d'explication, pas de culpabilité, juste une limite. Elle et Stéphane avaient divorcé comme prévu. Le tribunal avait démêlé leur situation de cadeau de mariage. Tous 2 ont perdu de l'argent en frais d'avocat. Justice ironique. Ils avaient comploté pour collecter de l'argent, et avaient fini par le dépenser en frais juridiques pour diviser ce qui restait. Le facteur est arrivé en milieu de matinée. J'ai récupéré le courrier, je l'ai ramené sur la terrasse. Une enveloppe du cabinet de Moreau. Papier épais. Je l'ai ouverte avec mon coupe-papier. Documents finaux de la fiducie. Tous déposés, tous sécurisés. Monsieur Dupont, commençait la lettre. Tous les documents de la fiducie ont été finalisés et déposés auprès de l'État. Vos intérêts commerciaux ont été transférés à la gestion fiduciaire. Les instructions de distribution de la succession sont sécurisées. Vous conservez le plein contrôle de votre vivant avec une protection à toute épreuve par la suite. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai mise de côté. Terminé. Forteresse juridique construite. Patrimoine protégé. Vie reconquise. Mon téléphone était sur la table à côté du livre d'apprentissage de la guitare sur lequel je travaillais. Mercredi, j'avais mon 3e cours. J'avais toujours voulu jouer. 40 ans à me dire, un jour, quand j'aurai le temps. J'avais le temps maintenant. Vendredi,
je faisais du bénévolat au centre pour personnes âgées, faisant des réparations. Mon expertise en quincaillerie était utile, aidant des gens qui en avaient besoin, qui l'appréciaient, qui ne l'exigeaient pas comme un droit acquis. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, puis je l'ai fait. Ici Jean. Monsieur Dupont? Une voix de femme familière. Ici Sandrine Fournier, la photographe de. Enfin, du mariage de votre fille. J'espère que je ne vous dérange pas. Je pensais à vous, je me demandais comment les choses s'étaient terminées. Sandrine, la femme qui m'avait montré la vérité. Sandrine, non, vous ne me dérangez pas du tout. En fait, je suis content que vous appeliez. Soulagement dans sa voix. Je n'étais pas sûr de devoir le faire. Ce jour-là dans mon studio, en vous montrant ces photos. J'y ai pensé si souvent. J'espère que j'ai fait ce qu'il fallait. Vous l'avez fait. Absolument. Ces photos ont tout changé. Vous m'avez donné la vérité quand tout le monde me nourrissait de mensonges. Et comment vont les choses maintenant, si ce n'est pas indiscret? J'ai regardé la vallée, la lumière du matin, la paix. Les choses vont bien, Sandrine. Pour la première fois depuis très longtemps, peut-être des années, les choses vont vraiment bien. Je suis si heureuse de l'entendre. Vous méritez la paix. Je me suis surpris. Aimeriez-vous prendre un café un de ces jours? J'aimerais vous remercier correctement et honnêtement. Ce serait juste agréable de discuter. Elle souriait. Je pouvais l'entendre. J'adorerais. Que diriez-vous de la semaine prochaine? La semaine prochaine, c'est parfait. Après avoir raccroché, je suis resté sur la terrasse. Un café avec Sandrine la semaine prochaine. Un cours de guitare mercredi. Du bénévolat au centre pour personnes âgées vendredi. Inspection de l'entreprise jeudi. Une vie, une routine construite autour de ce que je voulais, pas de ce que les autres exigeaient. J'ai pensé au chemin parcouru. L'appel de la photographe qui a brisé mes illusions, l'épreuve, la conversation surprise, les consultations d'avocats, l'avis d'expulsion, le dîner de famille où j'avais tout mis à nu, les derniers jours de guerre psychologique, le gendarme à ma porte. Chaque étape nécessaire, chaque limite essentielle. Mes filles pensaient que j'avais détruit la famille, que j'avais choisi la solitude plutôt que l'amour. Elles avaient tort. Je m'étais choisi moi-même plutôt que leur version de l'amour qui ressemblait étrangement à du vol. J'avais choisi la paix plutôt que l'obligation. J'avais choisi la vérité plutôt que des mensonges confortables. Le soleil montait plus haut, réchauffant la terrasse. J'ai fini mon café. À l'intérieur, la guitare attendait. Une vie attendait. Un avenir construit sur des fondations honnêtes, pas sur des sables mouvants manipulateurs. Manon rappellerait. Je laisserai à nouveau aller sur la messagerie vocale. Léo pourrait envoyer un texto. Je le supprimerai. Valérie pourrait exiger. Je refuserai. Ils apprenaient à résoudre leurs propres problèmes. J'apprenais à les laisser faire. Les documents de la fiducie étaient sur mon bureau à l'intérieur. Chaque actif protégé. Chaque décision mienne. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la balustrade de la terrasse. J'ai regardé la Provence. Ma maison, ma vue, ma paix. Seul, oui, mais libre. Et pour la première fois depuis des années, peut-être pour la toute première fois, c'était exactement ce que je voulais. Le prochain chapitre m'appartenait. Un café avec quelqu'un qui ne voulait rien d'autre que la conversation. De la musique de guitare faite pour mon propre plaisir. Des réparations faites parce que j'avais choisi d'aider, pas parce que quelqu'un l'avait exigé. Une vie vécue selon mes propres termes. La justice n'était pas la vengeance. C'était la protection. C'était des limites. C'était dire non quand non était la seule réponse saine. Je m'étais sauvé moi-même. Et cela valait tout. Si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci de votre attention.